90 minutes business, l'invité. Comment améliorer l'attractivité de la France? Comment accompagner nos PME à l'international? Le gouvernement présente cet après-midi de nouvelles mesures dans le cadre de son plan Oser l'export qui avait été présenté à la rentrée. On va en parler avec Olivier Becht, ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour. Également en plateau, Laurent Vronsky, PDG d'Airvor, groupe industriel, fabrication de compresseurs d'air, secrétaire général de Croissance Plus. Et vous êtes également, Laurent, membre du comité stratégique des écoles Espérance banlieue. Et puis, on termine ce tour de table avec Pierre Kupferman, éditorialiste BFM Business. Bonjour à tous les trois. Un chiffre pour commencer, monsieur le ministre, 21 ans. Ça fait 21 ans que la France n'a pas enregistré d'excédent commercial. Les déficits tous les ans s'accumulent. 164 milliards d'euros l'an dernier, 54 milliards d'euros au premier semestre. Vous espérez toujours revenir à l'équilibre. C'est un petit peu comme gravir l'Everest avec des tongs. Non, alors d'abord, c'est effectivement gravir l'Everest, parce que quand on a 164 milliards de déficit, il faut effectivement atteindre, on va dire, des sommets pour remonter cette pente-là. Mais on ne le fait pas en tongs. On le fait aujourd'hui armé d'un bon sac à dos et de solides chaussures avec tout un équipement et des Sherpas. On le fait en fait par trois méthodes. La première, c'est la transition énergétique, parce qu'on sait qu'une grande partie de notre déficit commercial, c'est des énergies que l'on importe. La transition énergétique, c'est justement se passer demain du moteur thermique, c'est produire plus d'électricité nucléaire, c'est produire également davantage d'énergie renouvelable. Donc ça, on le fait. Ça mettra du temps pour atteindre cette fameuse neutralité carbone, mais ça permettra d'effacer une grande partie des hydrocarbures qu'on apporte. Deuxième volet, c'est évidemment la réindustrialisation de notre pays, avec là aussi un mouvement qui est en marche. On construit désormais plus d'usines qu'il y en a qui en ferment. 300 usines supplémentaires depuis quelques années, et d'autres qui arrivent aujourd'hui, notamment grâce à l'attractivité. Et enfin, le troisième volet, c'est emmener nos petites et moyennes entreprises à l'export, où là, on a un vrai défi. On n'a que 150 000 par rapport à 200 000 en Italie. Et c'est ça le cœur du plan Oser l'export. Votre actualité, c'est la présentation de cet après-midi d'une nouvelle brique de ce plan Oser l'export. Vous allez mettre en place une marketplace pour que les entreprises puissent vendre leurs produits en B2B. Comment ça va fonctionner? Alors, c'est très simple. On s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, et encore davantage demain, c'est près de 80%, demain plus de 80% du commerce B2B, donc d'entreprise à entreprise, qui se fait à travers l'Internet. Alors, on a en France souvent les meilleurs produits du monde, ou parmi les meilleurs produits au monde, mais enfin, si personne ne le sait, si personne ne les connaît, ça ne sert à rien. Donc, nous allons les mettre en ligne. Nous allons les mettre sur une marketplace qui va être gérée par Business France grâce notamment à l'entreprise Miracle. Et nous allons le faire également de manière sectorielle avec donc voilà ce qu'on appelle des e-vitrines sur un certain nombre de produits, les produits cosmétiques, des produits industriels, des produits gastronomiques, etc. Et c'est ça ce que nous lançons cet après-midi. Laurent Vronsky, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un industriel, vous exportez entre 80 et 90% de votre production selon les années. De quoi est-ce qu'on a besoin lorsqu'on part à l'international? Alors on a besoin de deux choses. On a besoin de souplesse et d'agilité chez soi, donc c'est dans l'Hexagone. Et après, on a besoin évidemment d'être visible, et Monsieur le Ministre l'a expliqué. Et je pense qu'on a aussi besoin de combattre certains stéréotypes. Donc je vais prendre un cas que je connais bien, qui est le mien. Si on fabriquait de la parfumerie ou de la mode, quand vous arrivez dans certains pays, vous avez déjà un capital confiance. Oui. Quand vous fabriquez des compresseurs d'air, ce qui est notre cas, on considère que les Français ne sont pas légitimes, ou souvent ne sont pas légitimes quand ils fabriquent des biens industriels. Ceux qui sont légitimes, c'est les Allemands. Donc nous, on a participé à des salons dans le monde entier, et on doit toujours, si vous voulez, combattre cet a priori. C'est pour ça qu'il est important, dans la vitrine numérique que vous montez, de ne pas laisser la part belle uniquement aux biens de consommation pour lesquels tout le monde nous connaît, mais c'est très important de rappeler que la France est très légitime parce que c'est une puissance industrielle. Alors moindre que l'Allemagne malheureusement, mais qui est comme à l'origine d'innovations majeures. Olivier Becht. Mais on est tout à fait d'accord. Si vous voulez, nous avons, et moi j'en suis convaincu, tous les moyens de redevenir une grande puissance commerciale parce que nous avons des entreprises extraordinaires sur le territoire. Et ces entreprises, elles sont notamment dans le milieu industriel.
D'ailleurs, on le voit quand on regarde les chiffres du commerce extérieur. Si vous voulez, la part industrielle continue à grimper. C'est la preuve à la fois que nos industries font de l'excellente qualité et qu'elles savent bien se vendre sur les marchés. C'est la preuve aussi que de nouvelles industries s'installent et vont demain pouvoir non seulement fabriquer en France, mais aussi exporter des produits qui jusqu'à présent étaient fabriqués ailleurs. Est-ce que la conquête de l'international n'est pas plus difficile aujourd'hui? Avec la transition écologique, les entreprises régionalisent leur supply chain autant que possible. Est-ce que ça ne rend pas les prospections à l'international plus compliquées? Non, je ne pense pas, si vous voulez. Je pense vraiment que même si la globalisation change de visage, avec de la colocalisation, notamment pour éviter les trop grandes dépendances sur une production géographique, nous resterons largement ouverts les uns sur les autres, les uns avec les autres. Et vous avez raison, il y a peut-être une chose qui change, mais c'est dans les accords commerciaux, c'est la nécessité de prendre en compte le facteur environnemental. Nous le prenons à travers les accords de Paris, nous le prenons à travers la lutte contre la déforestation, la protection de la biodiversité. Donc oui, ce mouvement, si vous voulez, de conciliation du commerce avec l'environnement, il est en marche. Laurent Wronski. Alors, moi, je suis moins optimiste que vous, monsieur le ministre. Mais je pense qu'à chacun son métier. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État français est dans son rôle régalien de s'assurer qu'il y a notamment des réciprocités au niveau des accords, qu'il y a aussi le respect mutuel des lois sur la protection de la propriété intellectuelle et autres. Ce qui d'ailleurs n'a pas toujours été le cas, parce que je pense que l'Occident, globalement, il n'y a pas que la France, a été frappé d'angélisme, notamment avec des partenaires comme la Chine. Bien sûr. Donc nous avons refusé, moi j'ai refusé qu'on s'implante en Chine, alors qu'il y a des marchés qui nous avaient été annoncés qui étaient absolument magnifiques, parce que je ne voulais pas que nous nous retrouvions avec des compresseurs, avec des petits frères et des petites sœurs illicites, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en Chine, étant occidental, vous avez de facto tort, même si vous avez les meilleurs avocats de la place. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire aujourd'hui attention, parce qu'il y a une petite musique que nous entendons qui a, si vous voulez, des relents de protectionnisme. Donc tout le monde veut protéger son précaré, ce que je comprends, mais veut continuer à exporter. Alors, quelque part, ça peut être un petit peu antinomique. Et vous avez, par exemple, aujourd'hui, des pays comme l'Inde, que je connais bien, où on impose non plus un pourcentage de produits fabriqués sur le sol national, ce qui veut dire qu'une entreprise française comme la mienne peut s'implanter en Inde et prétendre participer à des marchés, mais on impose que ce soit des entreprises indiennes. Alors ça, c'est plus la même musique. Parce qu'évidemment, il y a des questions de souveraineté, il y a des questions de maîtrise de beaucoup de choses. Je veux dire que notre vocation, c'est de participer à des appels d'offres, c'est pas de faire la courte échelle à des entreprises qui ensuite vont revenir par la porte de service pour nous concurrencer de façon pas toujours très loyale. Donc là, l'État a un rôle très important à jouer. Vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'on doit, si vous voulez, alors je suis un peu plus optimiste que vous, c'est-à-dire que je pense qu'on peut concilier les deux, c'est-à-dire que, et ça nos entreprises françaises le font de manière très bien, c'est-à-dire qu'on peut aller produire chez les autres, parce qu'aller produire chez les autres, c'est aussi participer au développement de ces pays, et d'un point de vue international, c'est une bonne chose, mais sans le faire avec la naïveté que vous disiez à l'instant, notamment vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis d'autres acteurs qui ont un but très simple en se développant eux-mêmes, c'est de nous faire concurrence à nous. Et donc, il faut savoir se protéger et faire en sorte qu'on soit ouvert à la fois dans le sens de la réciprocité et le faire également avec la capacité, et c'est là que l'Union européenne développe ses instruments, à pouvoir lutter contre la concurrence déloyale. Je pense notamment aux instruments anti-coercition, aux instruments anti-subvention que nous mettons en place, c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Commission européenne dans le cadre de l'enquête sur les subventions chinoises dans l'industrie automobile et particulièrement sur les véhicules électriques. Olivier Becht, vous faites partie des ministres qui mouillent la chemise, comme on dit. Vous allez partir aux États-Unis ce week-end, vous allez rester une semaine avec une délégation de chefs d'entreprise notamment. Quel est le programme? Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Alors, on a plusieurs, on va dire, séquences sur ce programme. On a un programme politique, notamment avec les autorités américaines, pour discuter d'un certain nombre de sujets, dont la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons un volet attractivité, puisque je vous rappelle que les États-Unis sont la première puissance investisseur en France, avec des investissements relativement colossaux. Les premiers investissements directs étrangers en France, ce sont les États-Unis. Donc, c'est aller chercher de nouvelles entreprises américaines pour investir en France, préparer notamment le prochain Choose France. Et c'est évidemment emmener des entreprises françaises. Et nous aurons notamment au Texas un certain nombre d'entreprises de start-up, de jeunes PME françaises qu'on met en relation avec les entreprises du New Space, SpaceX,
Blue Horizon, Collins, etc. et qui vont pouvoir exporter leurs propres produits dans ce domaine qui est un domaine en pleine expansion. Laurent Vronsky, vous connaissez bien les États-Unis, vous y avez notamment étudié. Et oui, habité, travaillé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, dans la valise du ministre pour améliorer encore plus nos relations avec les Américains en termes d'échanges commerciaux? Je n'aurais pas la prétention de conseiller Monsieur le Ministre, mais il n'a pas une valise, il a une malle, mais je pense qu'il y a des très très bonnes choses. Mais ce qui est intéressant, je voudrais parler de quelque chose dont on parle peu, parce qu'on fait difficilement le lien entre le commerce extérieur et des questions générationnelles. Dans le monde industriel français que je connais bien, qui est un monde de PME, vous avez une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée. Et vous voyez, c'est un détail, mais c'est des gens qui ne parlent pas anglais. Je veux dire que moi, je suis fils d'industriel, mon père ne parle pas anglais. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, on pouvait commercer dans l'Hexagone. Et donc, le fait d'être attractif et d'attirer des jeunes pour reprendre ces entreprises industrielles va forcément, si vous voulez, changer la physionomie. Et vous avez des gens comme moi j'habitais longtemps, si vous voulez, aux États-Unis, donc l'export, c'était pas un sujet. J'avais pas de barrière. Ouais. Travailler avec, je dirais, des Chinois, des Indiens, des Américains, c'est mon pain quotidien. Oui. Donc, c'est important de relier, vous voyez, cette démarche qui va être entreprise, avec l'attractivité de nos entreprises industrielles. Et vous avez parfaitement raison. Et l'un des outils que nous mettons en place dans le plan export, c'est notamment le VTE, le volontaire territorial à l'export, qui est un peu le pendant du VIE, mais qu'on place dans l'entreprise en France, un jeune bien formé, qui parle anglais, et qui va justement aider le chef d'entreprise, qui peut-être ne parle pas la langue, ou peut-être n'a pas de stratégie export, à bâtir cette stratégie export et aller se projeter à l'international. Il nous reste beaucoup de questions, on va essayer de faire vite. Vous étiez en Afrique il y a quelques jours, au Nigeria, premier PIB du continent africain. Vous avez lancé un appel au sursaut des entreprises françaises en Afrique, et surtout vous avez souhaité tordre l'idée reçue, tordre le cou à l'idée reçue que la France était en perte d'influence. Ça reste quand même difficile aujourd'hui. Il y a un sentiment anti-français qui est aigu en Afrique. Mais alors, en réalité, très peu. Si vous voulez, on se laisse complètement intoxiquer par les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes manipulés par, il faut le dire, un certain nombre de puissances étrangères qui veulent chasser, c'est vous qui l'avez dit, mais notamment, mais pas que, voilà, qui eux veulent effectivement chasser la France du continent. Bon, mais en réalité, il y a encore un important désir de France sur le continent africain, et il y a un gros investissement français en Afrique. Quand on regarde les chiffres, on a 2 fois plus d'entreprises françaises en Afrique qu'il y a 10 ans. On a 3 fois plus d'investissements français en Afrique qu'il y a 10 ans. Ça prouve que la France est encore très présente. Et je peux vous dire, dans les pays dans lesquels je me suis rendu, dans les 10 derniers jours, j'étais effectivement au Nigeria, j'étais à Maurice et j'étais en Afrique du Sud. Et je peux vous dire que la France est attendue, que les entreprises françaises sont bien vues et que nous avons d'importants marchés à mettre en œuvre avec les pays africains. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, la signature a une nouvelle fois été repoussée. J'imagine que vous êtes soulagé, même si l'Allemagne, de son côté, était plutôt favorable. Si vous voulez, il n'y a pas de soulagement parce que nous n'avons jamais dit que nous ne voulons pas d'accord avec les pays du Mercosur. Nous sommes, d'ailleurs, la France, si vous voulez, un pays notamment installé sur le continent sud-américain, avec la Guyane, avec également la Guadeloupe, la Martinique. Donc, il n'y a absolument pas de rejet de l'Amérique du Sud. Simplement, nous souhaitons un accord qui soit un accord équilibré et qui soit un accord, on parlait à l'instant de réciprocité, nous souhaitons, pour ouvrir nos marchés, que les produits qui rentrent respectent nos normes environnementales. Les accords de Paris, les accords de lutte contre la déforestation, les normes sanitaires environnementales de l'Union européenne, c'est ça la base pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Ça me semble être, on va dire, la condition première aujourd'hui des accords commerciaux. On l'a fait avec la Nouvelle-Zélande, on l'a fait avec le Chili, on l'a proposé notamment à l'Australie qui l'avait accepté même si l'accord n'a pas été signé. Il faut que ce soit le cas avec le Mercosur. C'est la condition posée par la France. L'attractivité de la France pour faire venir des entreprises étrangères en France, souvent on sort le carnet de chèques. 3 milliards d'euros lorsque Global Foundries est arrivé avec ST Microelectronics à Crolles en Isère, 1,5 milliard pour faire venir le groupe taïwanais Prologium à Dunkerque. On a l'impression que c'est devenu la composante indispensable de ce qu'on appelle notre attractivité. En préparant cette interview avec Laurent Vronsky, il soulignait, lui, la complexité du cadre réglementaire. En France, c'est extrêmement compliqué de bâtir quelque chose. C'est très compliqué en matière de réglementation sociale.
Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une piste à creuser sur ce terrain-là? Si vous voulez, d'abord, j'aimerais tordre le cou à une idée qui est celle de il faut forcément sortir le carnet de chèques pour être attractif. En réalité, c'est pas vrai. On a chaque année 1750 projets qui s'installent en France, en provenance d'étrangers par an, et on sort le carnet de chèques pour une dizaine d'entre eux. Donc, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans la jauge, il faut sortir le carnet de chèques systématiquement. On sort le carnet de chèques, pourquoi? On sort le carnet de chèques dans le cadre de France 2030, qui a 54 milliards d'euros pour l'innovation et pour récupérer une souveraineté stratégique. Donc oui, quand il s'agit de refaire, par exemple, ces fameuses puces électroniques dont on sait qu'elles sont partout dans l'industrie, il y a 3000 et quelques microprocesseurs semi-conducteurs dans une voiture. Oui, il faut les produire en France parce que sinon notre industrie s'arrête. En Europe aussi. Donc là, et en Europe, mais particulièrement en France. Et donc, nous avons soutenu effectivement le projet ST Microelectronics Global Foundry. Pareil pour les batteries. On ne peut pas construire des voitures électriques, faire notre transition si on n'a pas les batteries. Donc on a sorti le carnet de chèques pour avoir ces très grosses industries qui créent énormément de valeur et qui créent des milliers d'emplois. Bon, sur le reste, je rappelle que nous avons fait déjà énormément d'efforts à la fois sur la fiscalité, réforme de l'impôt sur les sociétés, qu'on a baissé de 33,5 à 25%, baisse des impôts de production, simplification administrative, simplification du droit du travail avec les ordonnances Pénicaud de 2017, et nous continuerons à simplifier, vous l'avez dit, notamment pour que les projets puissent s'installer de manière plus simple, réduire les délais notamment d'instruction des dossiers, faciliter la vie des entreprises, que ce soit d'ailleurs à l'attractivité ou en général également pour les entreprises qui sont déjà implantées sur le sol français. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger.